Bonjour Myriam. Salut Elodie. Ça va? Oui, et toi? Très bien, Oui. Je suis trop contente de te voir. Oui, moi aussi, je suis très contente. Installe-toi, je t'en prie. Merci. Mets-toi bien. C'est très mignon. Merci. Hello, c'est Elodie Euston. On se retrouve entre nous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Myriam. Merci de m'être recevoir. Je suis hyper contente d'être là. Ouais, moi aussi. Ça faisait un moment que je voulais te voir dans ce podcast parce que tu es une femme très inspirante. Je trouve qu'on a pas mal de points communs. Et puis j'aime beaucoup aussi ta marque. Donc Myriam, c'est la fondatrice de Madame la Présidente. Donc cette marque que vous connaissez tous, qui a vu le jour en 2017. Exactement. C'est ça, hein? Oui. Donc Madame la Présidente, c'est une marque, moi je l'ai connue avec les compléments alimentaires. C'est le premier produit que j'ai sorti il y a 8 ans. Ouais. Donc je l'entendais à toutes les sauces partout, je le voyais partout. Et ensuite, donc, du coup, elle a développé sa marque de produits, de soins. Exactement. Hein? Comment tu as développé en fait? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est un besoin personnel? Est-ce que tu as vu la niche? Qu'est-ce qui a fait que tu as développé cette marque? Alors moi, j'ai rien vu du tout, que les choses soient claires. T'as rien vu Je du suis tout. tout sauf une businesswoman. Ça m'embête, je vais répéter encore, mais tu vois, moi je viens du milieu de l'art. J'ai étudié l'histoire de l'art, je suis un petit rat de bibliothèque, je sors pas, j'ai pas d'amis, enfin si j'ai des amis. J'ai pas d'amis. Non mais tu vois, donc en fait, quand j'ai créé Madame la Présidente, on m'a diagnostiqué une alopécie androgénétique à 18 ans. Donc quand déjà tu as du mal à accepter tes cheveux, moi je me le suis toujours lissé, enfin, tu vois, c'était la base. Personne ne gardait ses cheveux bouclés, mais voilà, c'était la base à l'époque, personne ne gardait. Je me rappelle d'une fois où je les ai gardés bouclés, et je suis sortie avec le garçon que j'aimais bien, il m'a dit « Oh, tu ressembles à Kamel Meriem, joueur de foot », tu vois. Donc c'est pour te dire que c'était vraiment pas à la mode. Donc difficulté à accepter ses cheveux bouclés, et d'autre part on me dit « Tu as une alopécie androgénique, c'est pour ça que tu perds tes cheveux de manière hyper importante, et il faut que tu prennes le médicament qu'on connaît tous qui est cancérigène, aujourd'hui on sait qu'il est cancérigène, plus des compléments alimentaires ». Et donc depuis 18 ans, j'ai essayé de trouver des solutions pour ne pas me retrouver chauve à 30 ans, parce que c'est ce que tu imagines quand on dit que tu as une alopécie androgénétique, donc hyper compliqué. Et donc moi j'ai fait mon petit chemin dans l'art, j'ai organisé des expositions d'art contemporain un petit peu partout dans le monde, j'ai eu beaucoup de chance pour ça. Et j'ai emménagé à New York en 2019 pour travailler. Et là, je suis arrivée, c'était les filles qui avaient un mouvement, c'était le mouvement du retour au naturel. Toutes les filles avaient les filles aux cheveux texturés. Attends, 2009? 2009, c'est ça. Oui, putain, tu connais parce que avec moi. 2009 complètement. Ce que je me disais, dans la gare, j'ai sorti en 2017. Ouais, en 2009. Et en plus, le mouvement Nappy Hair, c'était ça, 2009-2010. J'arrive à New York avec mes cheveux lissés, et je vois toutes ces filles qui savent prendre soin de leurs cheveux. J'arrive dans une colocation qu'avec des filles, cheveux texturés. En 2 mois, j'étais la fille la plus fière de mes cheveux, je savais en prendre soin naturellement, etc. Et là, c'est pareil. Les compléments alimentaires aux États-Unis, c'était absolument pas le marché qu'il y avait en France. Donc je commence à prendre mes compléments alimentaires là-bas qui me conviennent mieux, qui sont plus en accord avec ce que je suis, ce que je fais, et surtout mes problématiques. Et 2 ans après, quand je rentre en France, j'ai l'impression de revenir à zéro et dans un néant absolu. Je prends la direction d'un centre culturel parce que je venais juste d'avoir un bébé. Donc ce centre culturel de ma ville dans le 93. Et l'idée, elle commençait à germer. Tu sais, je cherche mes produits, je ne les trouve pas, je les commande aux États-Unis et tout. Je me suis dit, en fait, je vais créer mon produit. Mais ça, c'est né vraiment de l'ennui. Je ne vais pas te mentir, je m'ennuyais beaucoup dans ce centre culturel. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais voir. Donc j'appelle un pote à moi qui était du lycée, qui était devenu docteur en chimie. Je lui dis, voilà, je veux faire ce complément alimentaire. Je veux que les effets soient cela, cela, cela. Voilà ce que je ne veux pas y retrouver. Voilà le type de formulation que je veux. Maintenant, j'ai besoin de ton expertise pour m'aider à le faire. On a bossé 1 an et demi dessus. On a fait faire des tests en labo, on a fait des tests cliniques, etc. J'ai commencé, comme tout le monde, à aller voir les banques, leur demander de l'argent. Tout le monde m'a rayonné. Une catastrophe, je te passe les détails. J'ai fini par faire un prêt perso à la consommation de 40 000 €, juste pour lancer ma première prod. C'était le prix de ma prod. Les 2 palettes sont arrivées dans mon salon. Donc, dans ton salon chez toi, sur ce laps de temps, j'avais déjà eu en 2017, j'avais déjà eu mes 3 enfants. Ma plus petite avait 2 ans. Mon mari ne travaillait pas, parce qu'il n'était pas français, il n'avait pas de papier, rien. Donc j'étais la seule à ramener un loyer à la maison. Les palettes arrivent dans mon salon, je crée un site internet avec une copine, je lance mon Instagram, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux.
Et le truc, il est parti comme ça. Mais genre, je passais ma vie sur les réseaux sociaux à dire « mais si, mon produit, il est bien ». Et en fait, les filles, elles écoutaient. J'ai d'abord... Les filles qui sont venues à moi sont d'abord les filles qui avaient exactement les mêmes problématiques et qui n'en avaient pas entendu parler. Ouais. Garde en tête que les réseaux sociaux, c'était les réseaux sociaux en 2017, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ouais. C'était encore un truc très confidentiel, où on se parlait beaucoup. Tu vois, c'était quelque chose de tout à fait différent. Et en 6 mois, ça a pris de fou. J'étais rentable, tu vois. Donc les premières... Tu vois, j'ai eu d'abord une cliente en 1 mois. 2e mois, j'ai eu une cliente par semaine. 3e mois, j'en ai eu quelques-unes par semaine. Et en fait, il y a eu un effet boule de neige avec le bouche à oreille et les filles qui ont eu le temps de faire leurs 3 mois de cure. Ouais. Et ça ne s'est plus arrêté. Ça ne s'est plus jamais arrêté. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. L'histoire est folle parce que, encore une fois, moi, je sais compter avec mes 10 doigts. Je suis incapable de faire une multiplication, donc je ne suis vraiment pas dans les chiffres, dans les calculs. J'ai appris ce qu'était le marketing il y a 3 ans quand j'ai embauché Au bout de 5 ans, j'ai dû embaucher quelqu'un en tant que responsable marketing dans ma boîte. Je ne savais pas ce qu'était le marketing, tu vois. Et quand je voyais sur les réseaux, ouais, elle est bien cette marque, mais elle est très, très fort leur marketing. J'étais hyper flattée, tu vois, j'avais l'impression que c'était pas du tout un compliment. Et moi, je me disais, mais wow, je sais même pas ce que c'est le marketing. Et on me dit que je suis forte en marketing, incroyable. Moi, je pense que ta marque, elle a beaucoup marché, effectivement, en bouche à oreille. Parce que moi, j'ai un souvenir de l'époque où je faisais des allers-retours, où j'allais former et coiffer aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, avant que j'emménage en Guadeloupe. Et j'étais en Martinique et je coiffais des clientes comme ça, j'enchaînais. Et je les entendais toutes dire ah, moi j'utilise Madame la Présidente pour que mes cheveux poussent et tout. Et je me disais, attends, je connais pas cette marque. Tu vois. Et en fait, c'est en Martinique que j'en ai entendu parler, pas en France. Tu vois, dans les dom-toms. Et ensuite, du coup, le fait d'avoir entendu ce nom, je voyais ta marque en pharmacie. Et je voyais les nanas, parce que j'observe beaucoup, quand j'allais à la pharmacie, je voyais les meufs qui partaient avec des boîtes et qui allaient les acheter. Et je me disais, mais c'est qui celle qui est derrière ça, tu vois? Et pas beaucoup. Non, mais tu vois, je voulais connaître l'histoire et tout. Bon, c'est bien des années après que tu te retrouves sur mon canapé. Mais je trouve que l'histoire, elle est folle, parce que vraiment, j'ai entendu parler de toi. Et puis, je pensais que c'était je pensais que c'était une Antillaise qui avait Madame la Présidente, parce que les femmes, elles parlaient tellement du produit, elles achetaient tellement le produit, et c'est vraiment là-bas que j'ai entendu parler de cette marque, et pas tant en France, en tout cas à l'époque. Et c'est après que j'ai fait bien plus attention ici, tu vois. Mais l'engouement est né là-bas. Ouais, vraiment. Voilà. Ouais. Et je ne saurais même pas te l'expliquer, parce que quand j'ai démarré le truc, j'avais aucune strate. À part parler de mon histoire, de parler de mes produits, et je ne saurais pas t'expliquer. Mais c'est les femmes antillaises qui ont fait ma marque, clairement. Ouais. Et je le répète à chaque fois, et dès que j'ai un lancement de produit, je vais le faire là-bas. Enfin, tu vois, et encore aujourd'hui. Tu t'es dit, je tiens un vrai concept quand tu as vu que les femmes déjà qui avaient la même problématique que toi achetaient tes produits. Et ensuite, effectivement, comme tu dis, les femmes antillaises, elles ont des cheveux frisés qui poussent, mais qui cassent beaucoup, parce qu'ils poussent leurs cheveux, mais qui cassent beaucoup. Du coup, tes compléments alimentaires permettent effectivement à toutes les femmes d'avoir leurs cheveux qui poussent, mais aussi d'être plus forts, donc de moins casser, en fait. Exactement. Aussi. Après, ça n'exclut pas les masques, les routines, shampoing, masque ou shampoing, conditionneur, produits de coiffage de qualité, etc. C'est important, c'est pas que les compléments alimentaires. Donc, il faut allier les deux. Mais ça, ouais, tu sais qu'on fait aussi beaucoup d'éducation là-dessus. Ah bah oui, je sais bien. Tu sais. Et quand on est arrivé justement sur le marché, ce qui était fou, c'est que les femmes n'avaient pas conscience qu'elles devaient prendre soin d'elles de l'intérieur. Ouais. Et elles se mettaient énormément de soin dans les cheveux. Elles ne comprenaient pas qu'elles n'arrivent pas à obtenir des cheveux qui soient moins cassants, etc. Et donc, il y a eu tout ce côté éducation où on est arrivé, on a dit d'accord, les soins sont primordiaux, mais il faut aussi que vous preniez les nutriments pour avoir des beaux cheveux, une belle peau, des beaux ongles. C'est la base. Et ça a été plusieurs années d'éducation. Et donc, pour en revenir à ce que tu m'as demandé, quand est-ce que j'ai senti qu'il y avait un concept déjà, je parle même en termes de concept. Je te jure, j'ai l'impression que j'ai une mission. Mais je suis sûre que t'es pareil, toi. C'est pas une impression, c'est la vérité, c'est ça. En fait, voilà, c'est pas... tu vois, maintenant, en tant que chef d'entreprise, t'as des charges qui sont lourdes. T'as des gens à qui tu dois payer les loyers, tu dois payer les salaires à la fin. Tu vois, t'as une vraie pression. Mais en vrai, la mission, c'est pas celle-là. La mission, c'est comment je fais pour que toutes les femmes comme moi, qui ont galéré avec leurs cheveux texturés pendant toutes ces années,
fassent en sorte de se sentir bien, sachent prendre soin de leurs cheveux, aient des propositions qui soient honnêtes, efficaces, simples, pour prendre soin d'elles. Parce qu'on a été négligés pendant combien de temps? Tu vois, moi, je me rappelle quand j'ai fait ma première campagne métro, c'était je crois que c'était la 2e année ou la 3e année, peut-être 2019-2020. J'ai fait la première campagne métro et j'ai pris une de mes clientes, une femme très noire avec une énorme afro. Et on l'a placardée partout, dans Paris, partout. Il y avait plus de 250 affiches en plein été. Elles ont été taguées partout par des fous furieux. Et là, tu vois, ça nous a rappelé que le travail, il était hyper nécessaire. Parce qu'on a toutes grandi avec des femmes qui ne nous ressemblent pas, Exactement. avec des femmes blondes aux cheveux lisses, sublimes, filiformes, etc. Et on a toujours eu un problème avec notre image. On n'a jamais eu personne qui nous représentait. Ouais. Et quand j'ai fait cette affiche-là, en me disant quand même, je pense que les choses, elles ont évolué, mais en fait, rien n'avait évolué. Et le fait qu'aujourd'hui, tu vois, là, je rentre de la NHA, qu'il y ait toutes ces marques qui se développent et que, tu vois, on sent qu'on est beaucoup plus fort, que le marché se développe. Tu as tous les très grands laboratoires, etc., qui se mettent maintenant sur le cheveu texturé. Ouais. Enfin, on se dit qu'on avance. réussi à faire quelque chose et qu'on avance. C'est ce que je dis souvent et je suis contente que tu aies ce discours-là parce que des fois, il y en a qui vont dire oui, mais en fait, ils prennent le marché parce que c'est ce qui marche, mais en fait, ça les intéresse pas vraiment, en fait, ce que les femmes aux cheveux texturés vivent. Mais whatever, en fait, on s'en fout. Mais la réalité, c'est qu'il y en a maintenant, ça permet à toutes les femmes. C'est que tu as le choix, il y en a pour tous les prix. Il y en a pour aussi, tu veux, si tu es vraiment à cheval sur la compo, tu as des marques qui sont clean. Si tu t'en moques un peu, que tu veux vraiment, tu vois, de l'aspect cosmétique, ou que tu te décolores les cheveux, ou que tu te colores les cheveux et que, bon, désolé, mais avec du 100% naturel, tu répares pas un cheveu qui est agressé chimiquement. C'est ma façon de penser, en tout cas en tant que coloriste. Du coup, tu as ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut. Et j'ai même des clientes, des fois, qui me disent « mais il y a trop de produits, je ne sais pas quoi prendre ». Et je leur dis « mais c'est génial !» C'est exactement ça. C'est génial. Parce tu te rends compte le bon. C'est exactement ça. En quelques années, ça a été hyper rapide. Oui. Après, maintenant, il y a encore les mindsets quand même à changer. Parce que moi, je vois ma fille, je le dis souvent, ma fille, elle a 3 ans. Elle n'est pas fan de ses cheveux. Elle a les cheveux bouclés, frisés. Pourtant, sa mère a les cheveux courts. Quand elle vient au salon, à 80%, ma clientèle, c'est des clientes qui ont les cheveux texturés. Ma fille, elle aime Réponse. Elle aime La Belle au Bois dormant, elle aime Cendrillon. Parce qu'on est en train de changer le marché, mais on n'a pas encore changé les représentations. Quand même. Moi, elle a grandi en Guadeloupe, donc elle a grandi en Guadeloupe. Chez moi, il n'y a pas de télé. Enfin, il y a la télé, mais elle ne regarde pas la télé. Et tous ses livres, c'est hyper mixte. En gros, il n'y a rien qui prend le dessus. Ses poupées, elle a que des poupées métisses noires ou asiates. Et c'est sa grand-mère paternelle qui est irlandaise qui lui a acheté sa première poupée blanche il y a genre 8 mois. Et sa grand-mère m'a justement dit par contre, ce serait bien qu'elle ait quand même une poupée blanche, blonde. Et j'ai dit oui, merci beaucoup. Et du coup, elle lui a offert. Donc, en fait, je fais tout pour qu'elle ait pas une vraie... qu'il n'y ait pas une représentation, tu vois, fixe, tu vois. Que en fait tout est ok et même ses cheveux qu'ils soient bouclés, lisses, ondulés, quoi que ce soit, en fait c'est ok. Mais non, elle aime avoir les cheveux mouillés parce que ses cheveux ils tombent, parce que ses cheveux ils gonflent pas trop et quand c'est sec elle aime pas. Mais tu sais, en fait ce que je me dis quand je t'écoute parler de ta fille, moi sur mes 3 enfants, j'ai mon fils qui adore ses boucles, mon plus grand, ma deuxième qui a des cheveux sublimes aussi, qui rêve de les avoir lissés. Et la plus petite qui adore ses cheveux bouclés. Mais la deuxième, c'est un vrai souci. Toutes les semaines, elle me demande d'aller chez le coiffeur. Je le fais jamais, mais elle me le demande. Une fois elle a pris le lisseur, elle s'est brûlé les cheveux, etc. Et en fait, je me dis, quand tu y réfléchis, nous aussi, on est passé par ces phases-là. Mais tu vois, une fille aux cheveux lisses, elle a envie d'avoir les cheveux bouclés. Une fille aux cheveux bouclés, à un moment, elle a envie d'avoir les cheveux lisses. Donc je me dis, c'est peut-être juste le fait d'avoir envie de quelque chose qu'on n'a pas, comme le fait d'avoir envie de changer de couleur. En fait, on se prend peut-être la tête en se disant qu'on fait pas bien les choses. Mais, tu vois, on plante les graines. Et en fait, les enfants font leur cheminement, donc il y a un moment, ils ne vont pas avoir envie d'avoir les cheveux bouclés parce qu'ils les ont déjà et qu'ils ont envie de voir ce que ça fait d'avoir les cheveux lisses. Mais au final, je pense qu'ils seront quand même hyper fiers d'avoir les cheveux qu'ils ont et de savoir qu'ils sont hyper versatiles et qu'ils peuvent les avoir bouclés, ou lisses de manière intéressant indifférenciée. Ce que tu dis. Mais peut-être. Ouais. Peut-être mais que par contre, à contrario, mon fils a toujours aimé ses cheveux, il a les cheveux vraiment frisés. Ouais. Et il a eu les cheveux très longs,
Il a eu les cheveux bien longs pendant des années. Il ne voulait pas les couper du tout. Et il a toujours aimé ses cheveux. Il n'a jamais voulu changer. Et pourtant, c'était des routines, c'était des masques lavants, c'était des soins. Il fallait mettre la crème, la gelée, etc. Et là, c'est lui qui me dit « Maman, où sont les produits à la maison ?» Et depuis que j'ai les cheveux courts, j'avoue, je ne calcule plus rien. J'ai quasiment plus de produits chez moi. Et il me dit « Maman, tu peux me ramener les produits, s'il te plaît, parce que j'ai plus de crème, j'ai plus de gelée. » Et je me dis « Ah ouais, j'ai fait le taf quand même. Hein. » Mais on s'en reparle dans 10 ans. Ouais, non, t'as raison, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Tu fais partie des femmes qui entreprennent en France. Enfin, en France. On va en parler plus tard, mais en tout cas, en France, tu es quand même connue et reconnue pour être une chef d'entreprise hors pair. Est-ce que tu as ressenti des obstacles liés à ton genre et à ton origine? Alors, ça fait 8 ans, donc il y a différentes phases dans l'entrepreneuriat. Je vais te dire qu'au départ, j'ai l'impression que ça m'a vraiment aidée d'être une femme et issue de l'immigration et de venir de banlieue. Je ne vais pas te mentir. Je pense que je cochais toutes les cases à ce moment-là pour être mise en avant par tous les organismes, enfin, pour être mise en avant. Une fois qu'ils ont vu que mon concept fonctionnait et que j'arrivais à faire de l'argent. Avant ça, je ne les intéressais pas du tout. Mais quand j'ai commencé à faire de l'argent, là, tout le monde a essayé de récupérer mon image comme la jeune issue d'immigration qui a grandi en banlieue dans une famille pauvre et qui a monté une marque de cosmétiques alors que tout le monde allait lui dire que tout le monde lui avait dit que ça allait échouer. Donc il y a eu cette petite récupération qui au final m'a aidée parce que ça m'a fait quand même de la communication, etc. Après, au quotidien, là, à date, mais encore une fois, si tu me reposes la question dans un an, peut-être que je te dirai autre chose. À date, j'ai l'impression qu'être une femme chef d'entreprise, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué, pourquoi ? Parce que je pense que c'est très compliqué avec les gens que tu côtoies au quotidien. En fait, j'essaie de mettre des formes, tu vois. Je sais où tu veux en venir. En vrai, on s'attend d'une femme qu'elle soit douce, qu'elle soit gentille, etc. Ce qu'on est, enfin, tu vois. Ouais. Mais par contre, on refuse qu'une femme lead, donne des ordres, des objectifs, etc. Et en fait, moi, j'ai beaucoup d'hommes chefs d'entreprise autour de moi et je vois que leur autorité, elle n'est jamais remise en question, tu vois, autour d'eux. Moi, mon autorité, elle est remise en question tous les jours. Il suffit que je dise, cette deadline n'a pas été respectée, pourquoi ? Que je te le dise comme ça, tu vois. Je suis un tyran, tu vois. Donc en ce moment, j'ai envie de te dire, je trouve que c'est compliqué d'être une femme et d'être chef d'entreprise en même temps, parce que chef d'entreprise, ça demande d'être quelqu'un d'hyper carré, hyper rigoureux et de demander beaucoup de rigueur aux gens qui t'entourent pour réussir. Et cette demande de rigueur est, à mon sens, difficilement acceptée par les hommes et par les femmes avec lesquels tu travailles de près ou de loin. Et alors, j'ai une question, parce que je ne sais pas du tout comment tu dis les choses, ni tout ça, on ne se connaît pas suffisamment. Mais est-ce que ce qui gêne, c'est le cadre ou c'est la forme ? En fait, c'est ce qui m'a pris le plus d'énergie en 8 ans. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui adore la créativité, je organisais des trucs et tout. C'est mon truc. Développer des produits, c'est mon truc. Interagir avec les gens, je te jure que ça me prend de l'énergie incroyable. Je suis hyper timide à la base. Je ne suis pas sociable. Et c'est pas parce que j'aime pas les gens ou parce que je suis hautaine, c'est juste que je ne sais pas faire. Tu vois, j'ai pas les clés, j'ai pas les codes. Donc tout me demande de l'énergie et sûrement j'ai pas les formes. Parce qu'en fait, je sais pas. Je pense que c'est sûrement ça, c'est que j'ai pas les formes, tu vois, quand Parce que je dis ça par rapport à mon expérience personnelle. Aujourd'hui, je me rends compte que tous mes messages passent. Que si je demande quelque chose, c'est fait. Et si c'est pas fait, j'ai aucun problème à dire les choses, mais la personne que j'ai en face de moi ne va pas le prendre personnellement, c'est juste du pro. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a 10 ans, j'étais pas la même. Il y a 10 ans, j'étais plus autoritaire, j'étais moins tolérante, j'étais moins à l'écoute. Et en fait, c'est pour ça que je me permets de te demander, parce que moi, j'ai vraiment vu le shift. J'ai vraiment vu le shift de comment je communiquais avant, de comment j'étais perçue. Et aujourd'hui, où j'ai quand même fait un gros travail personnel, du coup, je sens que le message passe mieux, tu vois, et que du coup, la communication, et ça n'empêche pas, de toute façon, t'as pas le choix, en fait. Si la deadline, elle doit être respectée,
Enfin, il faut qu'elle soit respectée. Après, peut-être que c'est peut-être une façon de se positionner, une façon de dire les choses. Je sais pas, hein, mais si je te dis ça, c'est parce que moi, j'ai vraiment vu la différence entre... par exemple, quand j'ai ouvert mon salon, les commentaires qu'il y avait, c'était Élodie, elle est hautaine. Élodie, elle travaille bien, mais en gros, elle prend les choses à cœur. Elle est pas humble. Elle prend les choses. Oui, c'est ça. C'est si quelqu'un n'est pas content, par exemple, eh ben, je vais pas me remettre en question. Tu vois, je vais dire ah bah oui, mais moi, gna gna. Enfin, tu vois. Alors qu'en fait, la nana, elle vient en fait. C'est mon travail en fait de la cadrer et de comprendre ce qu'elle veut. Et si j'ai pas compris, on continue à communiquer jusqu'à ce que je reformule et que ce soit ok. Et si là, elle a pas ce qu'elle veut, c'est de ma faute. Tu vois. Mais elle rentre chez moi. Tu vois. Et du coup, je pense que je savais pas communiquer même avec mes employés. C'était il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'en avais rien à foutre de l'humain qu'il y avait derrière, tu vois. Et du coup, les commentaires qu'il y avait sur mon salon parlaient pas du tout du travail, ça parlait juste de la personne. Mais alors attends, je t'arrête juste sur un point. Parce que je suis sûre que c'est pas ça. C'est pas que t'en avais rien à foutre de l'humain qu'il y a derrière. C'est juste que comme tu avais tes objectifs, toi tu étais très focus sur les objectifs, que la cliente soit satisfaite, etc. Ouais. Et du coup, ton équipe, c'était ton équipe et vous aviez le même but, donc tu prenais pas les formes, ouais, fais ça comme ça, fais comme ça, et c'était une histoire de forme. C'est parce que je savais pas manager. Voilà, parce que tout simplement, en vrai. Ça, en fait, tu vois, quand on démarre, c'est ça, c'est qu'on n'a pas les clés du management. Mais à quel moment qu'il faut se former. Mais à quel moment t'as shifté? Comment t'as su que, quand j'ai failli me prendre un prud'homme. En fait. Okay. Quand j'ai failli me prendre un prud'homme, je me suis dit, ok, là, Élodie, c'est soit tu remets la faute que sur l'autre. Et du coup, tu n'apprends rien. Et voilà, soit tu essayes quand même de te mettre face à toi et de te dire qu'est-ce qui a fait que en fait, j'en suis arrivée là. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu dans la vie. Tu vois, il n'y a pas que des gens mauvais autour de nous, tu vois. Non, mais et je pense qu'on attire les choses en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on fait, tu vois. C'est vraiment mon avis. Hein. Si tu te trouves dans cette situation-là, c'est qu'il y a quelque chose où tu as perdu pied. C'est moi la manager, c'est mon salon. Ça ne peut pas se produire. Tu vois, c'est qu'il y a un truc où j'ai raté quelque chose. Mais je suis d'accord. Eh ben, tu vois, moi j'ai cette réflexion-là depuis plusieurs années et j'ai toujours l'impression que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et donc, tu vois, je me dis, mais comment je peux faire? J'ai mis des gens à ma place, tu vois, je mets des gens entre... Écoute, c'est encore un work in process. Ouais. Mais voilà, je fais de mon mieux et voilà, c'est ce que... Je sais plus quelle était la question, mais ce qui m'a le pris... On a dévié. Ouais, le plus d'énergie, c'est ça. Ouais. C'est l'humain. C'est l'humain. Ouais. Mais c'est ce que tout le monde dit. Hein. Ah oui, il y a pas de... c'est ce que tout le monde dit. Hein. Et quand j'ai démarré, on m'a dit, tu verras, ton plus gros challenge, ce sera l'humain. Ouais. N'importe quoi. Ouais. De toute façon, je ne fréquente pas les humains. Non, dit-elle, avec sa marque de ouf, tu sais. En fait, je suis trop timide pour avoir une marque comme ça, je te jure. J'aurais dû mettre une égérie et dire que c'était elle qui avait la marque. Moi, je peux pas, tu vois, j'assume peu les réseaux, j'assume pas, je suis trop timide pour tout ça. Je te jure. Et pourtant, je te trouve tellement à l'aise, là. Mais si tu savais le travail... Là, je vais devoir dormir pendant 2 jours non-stop. Elle va devoir reprendre de l'énergie. Mais oui. Alors, et du coup, j'ai envie de dévier sur cette question. Quelles ont été tes grosses galères au début? Et quels sont tes moments de fierté aujourd'hui? Alors, mes grosses galères, j'en ai eu plein. Mais tellement formatrices que je te jure que c'est des bons souvenirs. Grosse galère, mes 2 palettes qui arrivent dans mon salon de 15 mètres carrés. Et du coup, on ne peut même plus circuler ou s'asseoir sur le canapé. Grosse galère, c'est le départ. Ouais. Le départ parce que j'avais une pression absolument énorme. J'avais pris un crédit de 40 000 € que je sais que je ne pourrais absolument pas rembourser quoi qu'il arrive, tu vois. Et que j'ai dû tout faire toute seule et que j'avais mon job à plein temps et que je m'occupais de tes plein gosses. temps de mes gosses après le travail. Donc il fallait que j'attende qu'ils dorment pour m'y mettre. Donc c'était mes enfants j'ai un enfant qui ne fait pas encore ses nuits alors qu'il est presque adulte, mais tu vois, vraie galère de maman. Et je travaillais après, donc je me suis retrouvée au mois numéro 6 de Madame la Présidente à faire des 2 heures de sommeil par nuit. Et là, je me suis dit qu'il fallait choisir. Les 6 premiers mois ont été très galères, mais en même temps tellement ouf parce que le truc prenait de l'ampleur et que je ne comprenais pas pourquoi ça prenait de l'ampleur et que je trouvais ça, tu vois, magique, mais vraiment galère. Bonne étoile aussi. Je pense que tu avais une bonne étoile et puis tu as fait le taf. Vraiment, tu vois, je vais te dire la vérité. Je ne suis même pas intimement persuadée que c'est moi qui suis douée pour quelque chose, en fait. Je pense qu'il y a un timing, je pense que j'ai eu de la chance. Ouais, c'est ça. Je pense que, après, je suis quelqu'un d'hyper sincère et je pense aussi qu'il y a des femmes qui s'y retrouvent et qui recherchent ce genre de marque et que j'ai eu de la chance pour ça. Et puis, on va aussi dire, je pense que tes produits, c'est des produits de qualité.
Parce que si c'est de la merdasse, on est d'accord. Tu peux entuber les gens pendant 2-3 mois, aller vers 1 an max, et après tu fais un flop. S'il y a un truc sur lequel je suis pas humble, c'est les produits. Je sais que les produits sont de qualité. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est là après 8 ans. Mais voilà, après grosse galère, l'humain. Ouais, l'humain. L'humain. Mais sinon après, non, tout est très formateur. Tout a été très formateur. Donc j'ai pas eu de méga galère autre que ce qu'on a tous vécu dans l'entrepreneuriat. Et du coup, ta fierté? Ma plus grande fierté, c'est alors j'en ai plein. Mais la plus grande fierté, c'est qu'encore aujourd'hui, à date, résolution numéro 1, tu vois, c'est le premier produit que j'ai sorti. Et encore aujourd'hui, c'est un des produits les plus plébiscités chez moi, mais aussi chez tous mes revendeurs et par tous les gens que je rencontre. Tu vois, là, ce week-end, je ressors d'un bain d'amour de clientes et tout, qu'il y en a qui me suivent depuis 8 ans. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Tu vois, je me dis, j'ai sorti un produit parce que j'avais envie de le faire, moi, j'en avais besoin. Et en fait, c'est ouf. J'ai 200 000 clientes. C'est incroyable. Qui l'eût cru? Pas moi en tout cas, je te le dis. Donc oui. Bah franchement, tu peux être fière de toi. Je le suis de temps en temps. Merci. Vraiment, tu peux. Et alors du coup, est-ce que tu t'es sentie légitime au début? Jamais, toujours pas aujourd'hui. J'avais déjà la réponse, là je t'écoute depuis tout à l'heure, je savais très bien que la réponse, mais vu que j'avais déjà préparé mes questions, du coup je devais te la poser. Mais je pense que non, tu te sens pas... Légitime, non, mais c'est plutôt ça. Moi ça me va d'être comme ça, je préfère me remettre... Je pense qu'il faut doser quand même. Oui. Pour l'estime, je pense qu'il faut doser. Oui, mais j'essaye, j'y travaille, mais vraiment, je trouve que c'est bien aussi de se rendre compte que je suis là, mais que j'ai de la chance, que demain, peut-être que je ne serai plus là, et qu'il y en a qui essayent d'être là depuis des années et des années et qui n'y arrivent pas. Donc, tu vois, il faut aussi se dire qu'il y a un facteur chance. Oui. Et alors, est-ce qu'on peut parler rapidement de maternité sans rentrer dans les détails, mais est-ce que la maternité a changé ta façon de voir ton business ou de travailler? Alors moi, j'ai eu mes enfants avant, juste avant. Par contre, le fait d'être mère, ça a clairement conditionné mon ambition à réussir. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir... j'ai toujours été hyper ambitieuse, mais le fait d'avoir des enfants qui, en plus, au regard de la société, ne sont pas les enfants, les enfants qui sont voués à réussir, des enfants issus de l'immigration. Alors, qui sont basanés, qui viennent de banlieue. Enfin, ils sont nés à Saint-Denis. On a passé nos premières années dans une pièce à Saint-Denis, tous ensemble. Donc, pas voués à réussir. Et j'ai eu ce besoin viscéral de leur montrer qu'on pouvait réussir en tant que femme issue de l'immigration, sans argent, sans rien, et surtout sans réseau. Donc ça, c'est ce qui me motive encore aujourd'hui. Du coup, tu viens de répondre à la question suivante. C'était quelle valeur ou éthique, du coup, tu veux transmettre à tes enfants à travers ton parcours? Également celle-là, et enfin tout ce que je viens de te dire, et la notion d'honnêteté. Mais après, ça, c'est un truc qui court dans la famille. Donc nous, on est des gens méga honnêtes. Donc tu vois, je préfère authentique. Donc je préfère perdre 200 000 €, mais avoir la tête haute, que de me fourvoyer. Donc ça, mes enfants aussi, ils grandissent avec ça. Et alors, qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris sur toi? Ça m'a appris que je vivais un peu trop dans le monde des bisounours et que j'avais l'impression que tout le monde était gentil. Et je te jure que l'entrepreneuriat, ça a été une énorme gifle pour ça. Parce que, encore une fois, moi, j'étais hyper bien éduquée. Je pense que j'étais trop bien éduquée par mes parents. Et j'ai été éduquée dans le partage, dans le respect d'autrui, on monte on gravit les échelons ensemble, t'as besoin d'aide, je t'aide. Enfin, tu veux faire la même chose que moi, il n'y a pas de souci, je t'aide à faire. En fait, l'entrepreneuriat, ça te montre que les gens sont parfois très méchants, sont parfois très jaloux, qui sont drivés par leur jalousie et par leur ego. Donc ouais, ça m'a... Je pense que c'est la plus grosse gifle que j'ai eue dans l'entrepreneuriat. Ouais. Mais c'est très bien, encore une fois, hyper formateur. Ouais, tout est hyper formateur. Mais c'est ça, c'est la vie en fait. C'est le cheminement, tu vois, qui est important. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de la suite de tes projets pour Madame la Présidente, pour toi? Moi, j'ai quand même testé tes produits, les nouveaux produits que tu as sortis pour les enfants, que j'attendais, parce que j'ai des enfants, bon, surtout pour ma petite, mais où je n'arrivais pas à trouver de produits avec une bonne compo, mais surtout qui marchent. Parce que j'ai testé beaucoup de produits avec des super compos, mais qui assèchent ses cheveux, qui démêlent pas du tout ses cheveux. Et
bah voilà, elle grandit, donc son cheveu commence à avoir besoin d'hydratation, etc. Et du coup, le petit spray là, c'est quoi le nom de ce petit spray? Spray démêlant. Voilà, le spray démêlant est juste ouf. Et du coup, bah, ils sont sortis il n'y a pas longtemps, je crois. C'est tout frais. La gamme, elle est sortie il y a quelques mois. Ouais. Et le spray, on a un peu plus galéré à la production, donc il est sorti il y a 2 semaines. Ouais. Ouais, 2 semaines. Mais je suis contente, cette gamme, on a galéré à la sortir parce que c'est pour les petits, c'est pour nos enfants. Donc tu vois, ouais. Il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de choses à respecter. Il y a beaucoup de normes pour les adultes, mais pour les enfants, tu vois, t'es obligé de faire le produit que moi j'estimais parfait. Donc ça a été 2 ans de développement. Ouais. Beaucoup de tests sur mes enfants qui ont tous les 3 des textures différentes, donc hyper intéressant. Qui ont chopé des allergies dans tous les sens, c'est machin. Eh ben même pas. Non mais oui, non, mais tu vois, moi j'en ai un qui a une peau très atopique, très sensible. J'en ai une qui a les cheveux tellement poreux et des boucles tellement serrées que franchement, c'est une catastrophe. Elle avait des locks fin de semaine parce que tu sais, son bonnet en satin se retirait et donc elle en arrivait à avoir des locks. Les démêlages, c'était une catastrophe. Et donc tu vois, tout ça, j'ai testé sur eux. Il fallait que le démêlage que les produits rendent le démêlage hyper simple. Il fallait en même temps qu'il soit hyper efficace, hyper naturel. Et je voulais aussi apporter quelque chose de différent et pas que ce soit juste un shampoing lavant et juste un démêlant. Pour la gamme lavante, je voulais apporter quelque chose de plus. Donc on a travaillé sur le microbiome, tu vois. Donc qu'est-ce que le microbiome? On a beaucoup parlé du microbiote, donc ça tout le monde connaît. Le microbiome, c'est donc tout ce qu'il y a sur le cuir chevelu et qui va maintenir ton cuir chevelu en bonne santé. Donc en fait, il y a des actifs dans le shampoing et l'après-shampoing qui vont renforcer le microbiome et qui vont permettre aux enfants d'avoir un cuir chevelu plus sain, qui va moins démanger. On sait aussi que les enfants, notamment les petits, ils jouent, ils se partagent leur saleté, leurs germes, etc. Donc le microbiome, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il est soumis à rude épreuve chez les enfants. Donc en fait, ce shampoing-là, sans qu'on s'en rende compte, il le respecte et il le renforce. Très intéressant. Donc tu vois, c'est pour ça que ça prend du temps. En fait, moi, aujourd'hui, on me dit ça fait 8 ans que tu as ta gamme et que tu as eu ta marque, tu n'as que 20 produits. Mais 20 produits, en fait, si les gens voyaient le travail qu'il y a derrière et comment je me prends la tête, comment je prends la tête avec moi, je trouve ça beaucoup, 20 produits. Hein. Je trouve ça énorme, 20 produits. En fait, on me dit toujours, oui, mais il manque ça. Oui, il manque, bien sûr qu'il manque. Sauf que je ne vais pas te donner... je vais pas te faire une gelée demain parce qu'il faut une gelée. Je vais faire une gelée qui va être ma touche. En fait, ça coûte une blinde aussi, en vrai. Au-delà de l'investissement personnel, c'est un investissement financier de fou de faire des produits. Bien sûr. Donc, moi, je trouve ça bien, 20 produits en 8 ans. Sinon, tu peux aller prendre des marques blanches et aller foutre ton nom dessus. Mais y a pas pour moi, il n'y a pas de légitimité, en tout cas. Il n'y a pas d'intérêt. Tu ne serais pas dans ce canapé, en fait. Merci. Tu vois, si tu avais fait une marque blanche. Ouais, mais non. Non, mais tu vois, non, c'est clair. Non, moi, je trouve ça hyper impressionnant. Je te trouve très inspirante. Merci. Vraiment. Ça me touche. Ouais, je suis trop contente de t'avoir là. Et alors, quel conseil tu donnerais à une femme qui a une idée mais qui n'ose pas se lancer? Ça, c'est vraiment la question que j'adore poser aux femmes surtout. Je pense que cette question, elle est hyper importante et surtout ta réponse, parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de témoignages de femmes, que ce soit sur les réseaux ou au salon, qui me disent « Mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Mais moi, j'aimerais trop, mais j'ose pas. Mais je pense que je suis pas capable. Ou non, mais j'ai mes enfants, mon mari, machin, je dois gérer ci, ça, tout ça. » Et bon, là, c'est à toi que je pose la question, mais je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des avis de femmes comme toi, comme plein de femmes que je reçois ici, comme moi, qui peuvent les aider et les encourager à faire parce qu'on n'a pas plus qu'elles, en fait. Mais non. Tu vois? Mais moi, c'est ce que je répète tout le temps. C'est pour ça que j'aime bien faire des conférences, etc. Parce que je pense que les femmes n'entendent pas assez encore, malgré les réseaux sociaux et malgré tous les coachs en business, etc. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne rentre pas dans la tête des femmes. À partir du moment déjà où tu es une femme, tu es un entrepreneur. Tu gères ton travail, tu gères tes enfants, tu gères ta maison, tu gères l'administratif, tu gères souvent les caleçons sales de ton mari. Tu es déjà chef d'entreprise. Donc, en fait, créer une entreprise, c'est easy. Vraiment, on a cette capacité d'adaptation. On a cette résilience, parce que la résilience, c'est un vrai truc, tu vois, que les femmes ont de manière presque innée. Et ces 2 choses-là font qu'on a beaucoup de chances de réussir dans le business, en vrai. Et on gère très bien l'argent aussi, en général. On est un peu moins fofolle que les hommes. Donc qu'est-ce que je peux dire aux femmes, à part de se lancer sans trop réfléchir? Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est ce que je répète depuis des années.
Moi, j'ai la chance d'être un peu tête brûlée, tu vois. Je réfléchis pas trop. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Enfin, tu vois, je me suis mariée en 2 semaines et demie. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais ne le faites pas. Jamais. Oh, la chute. La chute. Mais en vrai, je te jure que moins tu réfléchis, plus tu vas loin dans ce que tu fais. Faut pas attendre d'avoir l'idée parfaite, que tout soit carré et tout, parce que sinon tu fais rien. Mais oui, du coup, oui, je suis d'accord avec toi. En fait, faut se lancer. Enfin, après, moi, personnellement, je me suis lancée parce que je vivais quelque chose de difficile. Tu vois ? Et en fait, j'avais trop la rage. Tu vois ? Et du coup, j'ai utilisé ça pour me dire, je vais tout défoncer, il va voir, en fait. S'il croit que j'ai besoin de ça, en fait, je vais tout cramer. Mais alors, moi, je vais te dire, je vais absolument pas raconter, mais moi, l'histoire, c'est la même. C'est la même, et en fait, c'est cette rage qui fait que tu as besoin de montrer aux gens que tu vas réussir. C'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, comme je dis souvent, tu commences avec la rage, mais après, le tout, c'est de réussir à trouver un moteur qui est moins désagréable quand même au quotidien que la rage, la peur, tu vois, que de vouloir prouver aux autres. Ouais, mais ça switch. Enfin, tu me diras que c'est un sentiment, mais ça switch très vite sur la mission. Oui. Tu vois, tu te rends compte que tu fais du bien à des femmes, que tu les aides à ton niveau. Et du coup, ça t'aide déjà à faire la paix avec toi-même et avec tes histoires. Ouais, exactement. Et à te mettre sur une autre voie. C'est ça. Et puis après, il y a quelqu'un qui te refait une dinguerie. Et tu reprends le seum. Et du coup, tu te dis, allez, vas-y, c'est bon, c'est reparti. Mais c'est pas mal, c'est cyclique finalement, tu vois. Mais moi, je te dis, c'est ça ma vie. Ça te booste. Ma vie, c'est ça. Tu vois. Mais non, aujourd'hui, je fais les choses avec amour. Plus avec rage. Non, mais c'est vrai. C'est le cheminement. Ouais. Mais il faut utiliser... moi, s'il y a aussi un conseil que je peux donner, c'est quand vous vous sentez... quand vous êtes au plus bas, de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus bas. Parce que souvent, tu vois, j'ai des femmes qui disent « Non, mais là, je suis à bout, en fait. Là, je ne sais même pas comment faire pour remonter. » En fait, dis-toi juste que là, tu ne peux pas aller plus bas. Tu es déjà au sol, en fait. Donc, la seule chose que tu as à faire, c'est rebondir et remonter. Donc, teste un truc, crée quelque chose. Ça ne peut pas être pire. Et ce qu'on peut leur dire aussi, tu me diras si tu partages ça, c'est que quand tu es au plus bas et que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut être pire, le fait de te mettre la tête dans un projet, ça te fait un peu oublier ce que tu vis, tu vois, pendant quelques heures, pendant quelques jours. Donc c'est aussi très bien pour toi remonter la pente émotionnellement parce que ça te force à te sortir la tête de tout ce qui te met mal. Ouais. Donc c'est aussi quelque chose de hyper salvateur d'avoir un projet. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu as une petite question ? Moi, j'aimerais bien que tu me poses une question. J'en ai une et je viens juste d'y penser quand on se parlait. Et c'est une double question. La question c'est, est-ce qu'il y a eu des moments, même si je suis sûre que je connais la réponse, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, vas-y, c'est bon, je lâche tout, j'en peux plus, c'est trop. Et si oui, comment t'as géré, t'as rebondi ? Alors c'est dommage parce que peut-être que tu vas devoir me poser une autre question parce que j'ai jamais eu un moment comme ça. C'est pas vrai. Jamais. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, non. Non. Ça y est, c'est trop. Non. Enfin, alors c'est bien que tu me poses cette question. Si, je me suis déjà dit c'est trop, mais je me suis jamais dit j'arrête tout, je lâche tout. Parce qu'en fait, je suis trop une meuf d'éther. En fait. Mais c'est beau. Je peux rien lâcher. Rien. Je lâche rien. Comme un pitbull. T'as mes respects infinis. Comme un staff. Genre une fois que j'ai le truc en bouche, en fait, ça part pas. Donc, par contre, il faut que j'apprenne à gérer... tu vois, la gestion du temps, la gestion de l'argent, la gestion émotionnelle, la charge mentale, tout ça, c'est des choses que je gère absolument pas. Donc heureusement que je suis hyper bien entourée, Dieu merci. Mais jamais de la vie, je me suis dit, je plaque tout, j'arrête tout. Jamais, 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 jamais. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? J'ai ouvert mon salon. On est le combien aujourd'hui ? On est le 23 juin 2025. Dans 7 jours, ça fera 10 ans. C'est incroyable. En 10 ans, par un moment, tu te dis, allez, stop. Non. Incroyable, non. Magnifique. Non, En fait, j'avoue, j'ai très très peur de l'échec. J'ai très très peur. Et pourtant, j'en écoute des trucs de développement personnel, de businessman, de machin. Non, mais c'est grâce à l'échec que machin. Je veux pas d'échec. D'accord ? Je veux bien des galères, mais je veux pas d'échec. Tu vois ? Ouais. Donc Dieu merci, j'en ai pas eu. Peut-être que j'en aurai et que je vais apprendre. Donc j'ai eu beaucoup de galères, mais tout ce que j'ai entrepris, en tout cas, je me suis toujours débrouillée pour bien m'entourer ou pour prendre suffisamment le temps pour ne pas me planter. Tu vois ? Mais jamais de la vie, je vais en arrière, ça va pas ou quoi ? Je peux pas. C'est un mindset de fou. Je peux pas. Je suis lion, je suis en lion. C'est ça, ça aurait dû être ça ma question. Non. C'est quoi ton signe astrologique ? Je suis lion.
Mais ça... Je peux pas, en fait. Mais il y a aussi un peu d'ego dedans, on va pas se mentir. Hein. Il y a de l'ego. Hein. Il y a une déterre, mais il y a de l'ego. Je me dis, attends, je peux pas, tu vois, me dire, j'ai entrepris ça, j'ai mis mes tripes dedans. À quel moment, en fait, je balance tout par terre? Je vaux plus que ça, en fait, tu vois. Donc ouais. Mais en fait, c'est hyper fort d'avoir un mindset comme ça. Tu vois, c'est la première fois qu'on me pose cette question et c'est la première fois que je le dis. Oh, je suis trop contente de l'avoir dit. Non, mais c'est vrai parce que je me suis jamais posé la question. Vraiment. Mais j'y viens tranquille. Pareil. Quand je serai prête, je le ferai. Là, je sens qu'il me manque encore des skills pour le faire. Bah oui, je sais que j'ai déjà l'état d'esprit, mais il manque encore le déclic pour le faire. Mais je sais que j'y viendrai. Mais c'est important. Ouais. C'est important de donner. Déjà, avec ce podcast, tu vois, en vrai, on délie les langues, tu vois, je sais qu'on aide beaucoup. Hein. Moi, j'ai beaucoup de messages de femmes, surtout de femmes, c'est leur petit rendez-vous, tu vois, hebdomadaire. Elles écoutent ça dans leur voiture ou elles écoutent ça pendant qu'elles font du sport. Ou des fois, elles se posent et elles regardent. Mais le plus, je trouve que c'est à l'écoute. Elles écoutent beaucoup et elles sont hyper reconnaissantes que ce podcast existe parce que, bon, il y a des hommes aussi, mais je donne la parole aux femmes. Et j'avoue, ça me parle toujours un peu plus d'échanger avec des femmes, je l'avoue. Et il y en a plein qui sont vachement inspirés par les histoires, les chemins de chaque femme qui viennent dans ce fauteuil, quoi. Mais je pense que ça démystifie aussi. Ton podcast, il démystifie beaucoup aussi l'entrepreneuriat. Ouais. Parce qu'elles se rendent compte que c'est juste des femmes comme elles qui ont entrepris, mais la seule différence, c'est qu'à un moment, elles ont osé le faire. Exactement. Ouais, mais c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est hyper. Ouais, il est hyper important ton podcast pour ça. Ouais. C'est ça. Et ouais, j'ai rien d'une. Je vais parler en mon nom, mais moi, j'ai rien d'une surhumaine, d'une machin, parce que le nombre de fois, on me dit, mais moi, je comprends pas, en fait, comment tu fais pour machin. Tu vois en fait, on est tellement pas plus ou moins qu'une autre. C'est vraiment là où tu veux mettre ton énergie. Bon, après, j'avoue, moi, je m'écoute pas du tout. Donc, en vrai, tant que j'ai du temps dans mon planning, je cale des trucs, tu vois. Et jusqu'à ce que, voilà, ton corps, en général, à un moment, il te dit fuck, tu vois. Et c'est là où tu dois te stopper un peu. Mais vas-y, on est toutes... On est toutes pareilles. Ouais, surtout nous les femmes, en fait, on a une force, hein, je suis désolée, mais si on nous a écrasés pendant tant d'années, c'est pas pour rien. Hein. Je veux pas développer là-dessus parce que bon... C'est la meilleure conclusion que tu peux apporter. Mais voilà, hein, c'est comme le racisme, c'est comme tout, hein, c'est la peur. Hein. C'est exactement ça. C'est la peur de l'autre qui fait que tu le rabaisses. Hein. Parce que tu sais la puissance. C'est dit. C'est dit, c'est posé, ça sera écouté. Ouais. Écoute, je suis vraiment très contente de t'avoir eu. Je savais que ça allait être un super épisode. Donc je suis super contente de t'avoir écouté, de t'avoir reçu. J'ai hâte que les gens t'écoutent parce que je pense qu'on ne te connaît pas assez humainement. Donc merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode de Entre nous et on se retrouve très vite. À bientôt.